Salut à tous. Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, tout ça en même temps. Ouvrez ce putain de détroit, bande de fous, vous vivrez en enfer. Vous verrez bien, louange à Allah. C'était la diplomatie jouée comme une publication de Rage en fin de soirée, avec des enjeux nucléaires et la discipline d'une section commentaire. C'est ce que le président des États-Unis a publié sur Truth Social le dimanche de Pâques, pendant la 6e semaine d'une guerre qui était censée se terminer en quelques jours. Et pendant que Trump publiait des ultimatums truffés d'insultes, accompagnés de formules religieuses qui laissaient le monde entier perplexe, le ministre iranien des Affaires étrangères était au téléphone, sans paniquer, sans se préparer à capituler, sans se précipiter pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Abbas Araghchi appelait ses homologues en Inde, en Russie, en Turquie, au Japon, au Qatar, en France, en Égypte et au Pakistan, méthodiquement l'un après l'autre, en construisant une coalition de témoins de ce que l'Iran s'apprêtait à faire. Et ce que l'Iran a fait, le geste que personne dans l'administration Trump n'a semblé voir venir, a consisté à tendre au président un piège en 10 points, élaboré avec la patience et la précision d'un gouvernement qui réfléchissait à cette fin de partie diplomatique depuis des semaines pendant que les bombes tombaient. D'un côté, on construisait une trace écrite, de l'autre, on semblait improviser l'apocalypse en direct. Le 6 avril 2026, lundi après-midi, dans la salle de presse de la Maison-Blanche, Donald Trump s'est avancé vers le podium et, en l'espace de 90 secondes, a dit des choses qu'aucun président américain en exercice n'avait jamais dites à propos d'un pays de 92 millions d'habitants, lors d'une diffusion en direct suivie par tous les gouvernements, tous les marchés pétroliers et tous les centres de commandement militaire de la planète. Chaque pont en Iran sera décimé, a-t-il dit, et la salle s'est tue. Puis il a continué. Every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. It will happen over a period of 4 hours if we want it to. Il a marqué une pause. Un journaliste au premier rang a commencé à poser une question. Trump l'a interrompu. The entire country can be taken out in one night, a-t-il dit, and that night might be tomorrow night. La mise en scène avait le ton de la certitude, même si la politique dessous donnait encore l'impression d'être assemblée au milieu de la phrase. Les marchés pétroliers ont réagi instantanément, le brut américain est passé de $112 à 100, $14 le baril, dans le temps qu'il a fallu au photographe de la société de presse pour baisser son appareil. À l'autre bout du monde, à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères se trouvait à son propre podium, lisant la déclaration préparée que le gouvernement iranien venait de transmettre par l'intermédiaire du Pakistan, le pays médiateur qui avait passé 3 jours à tenter d'éviter ce moment précis. Téhéran avait officiellement rejeté la proposition de cessez-le-feu de 45 jours, en totalité sans réserve. L'échéance est fixée au mardi 7 avril 2026 à 20 H, heure de l'Est, et les 24 prochaines heures sont la journée la plus lourde de conséquences de toute cette guerre. C'est le moment exact où la dernière porte de sortie diplomatique de la première phase de la guerre contre l'Iran tient encore ou s'effondre. Tout ce qui s'est produit au cours des 5 dernières semaines, chaque bombe américaine tombée sur Téhéran, chaque missile iranien qui a frappé Haïfa, chaque pétrolier rerouté par le cap de Bonne-Espérance, chaque baril de brut vendu au-dessus de $100, tout cela convergeait vers ce mardi, pas au sens figuré, au sens littéral. L'échéance a toujours été le 7 avril. La question était de savoir si suffisamment de gens des deux côtés cligneraient des yeux avant son arrivée. Aujourd'hui, il est devenu clair que l'Iran n'a pas cligné des yeux. Et c'est ce qui rend ce moment si critique. Ce qui se passe si les frappes commencent, ce qui se passe si elles ne commencent pas. Et pourquoi ce moment compte bien au-delà des frontières de l'Iran et bien au-delà du prix du pétrole, tout cela repose sur la même chronologie. Pour comprendre le poids de la situation ce soir, toute la chronologie compte, parce que c'est pas la première fois que Donald Trump fixe cette échéance sur les centrales électriques. C'est la 4e fois.
Et le schéma des 3 précédentes dit quelque chose d'essentiel à la fois sur l'homme qui profère les menaces et sur le gouvernement qu'il menace. À la 4e échéance finale, même le mot final commence à chercher un avocat. La première échéance est arrivée le 20 et 1 mars 2026. 3 semaines après le début de la guerre, alors qu'Ormuz restait bloqué et que les prix mondiaux du pétrole dépassaient les $100 le baril pour la première fois depuis 2022, Trump a publié sur Truth Social que l'Iran avait 48 heures pour rouvrir le détroit en avertissant qu'il frapperait les centrales électriques iraniennes en commençant par la plus grande. Cette échéance a expiré le 23 mars sans frappe. Trump l'a prolongée en invoquant ce qu'il a décrit comme de très bonnes et productives conversations avec des responsables iraniens, conversations que le vice-président Vance, le secrétaire d'État Rubio, Steve Witkoff et Jared Kushner auraient facilitées. L'Iran a nié que de telles conversations aient eu lieu. Une deuxième échéance a été fixée, cette fois avec une fenêtre de 5 jours. Elle a expiré, elle aussi. Trump a de nouveau prolongé, cette fois de 10 jours complets, jusqu'au 6 avril 2026 à 20h, heure de l'Est. As per Iranian government request, equate Trump's Truth Social, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of energy plant destruction by 10 days to Monday, April 6th, 2026. Il a ajouté: Talks are ongoing and despite erroneous statements to the contrary by the media, through fake news media and others, they are going very well. L'Iran a de nouveau nié avoir demandé quoi que ce soit et a nié que les discussions se déroulaient bien. Puis le 4 avril, alors que la nouvelle fenêtre de 10 jours entrait dans ses 48 dernières heures, Trump a publié le message qui enlevait toute prétention de langage diplomatique à l'équation. Tuesday will be power plant day and bridge day all wrapped up in one in Iran. Wait, nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Il a conclu par Praise be to Allah. Les ambassades iraniennes à travers le monde s'en sont moquées sur les réseaux sociaux. L'ambassade d'Iran en Afrique du Sud a suggéré d'invoquer le 25 amendement pour déclarer Trump inapte à exercer ses fonctions. Quand des ambassades commencent à traiter l'ultimatum d'une superpuissance comme un exercice d'improvisation, c'est peu être que le message a dévié de sa trajectoire. Rien de cela n'a changé l'échéance. Rien de cela n'a changé l'horodatage du mardi. Et le lundi matin 6 avril, l'Iran a transmis sa réponse officielle à la proposition de cessez-le-feu de 45 jours que l'Égypte, le Pakistan et la Turquie construisaient depuis des semaines. Et la réponse a été non. Voici exactement ce que l'Iran a rejeté. Et pourquoi ce rejet est stratégiquement cohérent, même si, vu de l'extérieur, cela ressemble à un suicide. La proposition de cessez-le-feu de 45 jours soumise par les pays médiateurs dimanche soir comportait 3 éléments centraux. Premièrement, un arrêt complet des hostilités, pas de frappe américaine sur l'Iran, pas d'attaques iraniennes par missiles et drones contre Israël et les États du Golfe pendant 45 jours. Deuxièmement, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz au transport commercial international, mettant fin au blocus qui a retiré 1/5 de l'approvisionnement pétrolier mondial des marchés depuis le 3 mars. Troisièmement, l'ouverture d'un processus diplomatique pendant cette fenêtre de 45 jours destiné à travailler à une résolution permanente du conflit. La réponse de l'Iran, remise sous la forme d'un document de 10 paragraphes par l'entremise du Pakistan, a rejeté ces 3 piliers. Téhéran a opposé des exigences comprenant une fin permanente et garantie de la guerre et non une pause temporaire, des réparations et des fonds de reconstruction pour les dommages causés par les frappes américaines et israéliennes. La levée de toutes les sanctions internationales, un protocole formel sur Hormuz qui préserve les droits souverains de l'Iran sur le détroit plutôt que de simplement le rouvrir aux navires américains et israéliens aux conditions de Washington, et surtout aucune fenêtre de 45 jours pendant laquelle les États-Unis et Israël pourraient reconstituer leur stock d'intercepteurs épuisés, consolider les gains de renseignement tirés de 40 jours de frappe et commencer à planifier la phase suivante des opérations militaires à partir d'une position de repos. Cette dernière condition est celle que personne dans la presse occidentale
ne couvre avec le sérieux nécessaire. L'objection centrale de l'Iran à un cessez-le-feu temporaire n'est ni émotionnelle ni idéologique. Elle est militaire et stratégique. Une pause de 45 jours fige le champ de bataille à un moment où l'Iran a infligé des dommages importants aux stocks de défense aérienne américains et israéliens. Les intercepteurs Arrow 2 et Arrow 3 seraient épuisés à 80%. David Sling approche de l'épuisement. Israël a officiellement averti Washington qu'il manquait de façon critique d'intercepteurs à longue portée. Elle fige aussi le champ de bataille à un moment où l'Iran a démontré avec succès que ses munitions à dispersion peuvent percer l'architecture de défense multicouche d'Israël d'une manière que les missiles balistiques conventionnels ne peuvent pas. Un cessez-le-feu donne à Israël et aux États-Unis exactement le temps dont ils ont besoin pour reconstituer leurs intercepteurs, réparer les réseaux de capteurs, étudier les données sur les munitions à dispersion recueillies pendant 40 jours de combat réel et concevoir les contre-tactiques de la phase suivante. Du point de vue de Téhéran, accepter un cessez-le-feu de 45 jours n'est pas un chemin vers la paix. C'est un cadeau de 45 jours à l'ennemi que l'Iran a usé à un coût énorme pour lui-même et dont le gouvernement de Mojtaba Khamenei, toujours pas vu publiquement par le monde extérieur depuis son élection comme guide suprême le 8 mars, a décidé que le prix n'en valait pas la peine. Une pause ressemble moins à la paix quand l'autre camp la vend comme une promotion qui se termine à minuit. Ce que Donald Trump a menacé cet après-midi-là doit être examiné en termes techniques précis, parce que le langage qu'il a employé mérite d'être mesuré à la réalité de ce que signifierait réellement la destruction du réseau électrique iranien. L'Iran exploite environ 130 centrales thermiques pour une capacité combinée de 78 000 MW. Le système électrique dessert 40 millions d'abonnés dans un pays de 92 millions d'habitants. La plus grande installation individuelle est la centrale à cycle combiné de Damavand, dans la région de Pakdasht, à environ 50 km au sud-est de Téhéran. Une installation couvrant environ 200 hectares est dotée d'une capacité de près de 2900 MW, suffisante pour alimenter plus de 2 millions de foyers. La centrale Shahid Salimi, près de la côte de la mer Caspienne, fournit 2200 MW de plus. La centrale Shahid Rajaï, près de Kazvin, fournit 2000 MW. Dans la province du Khouzestan, la centrale Ramin, à Navas, génère près de 1900 MW. Et la centrale nucléaire de Boucher sur le golfe Persique, qui a été frappée 4 fois dans sa zone environnante pendant cette guerre, avec l'évacuation par la Russie de 198 de ses ressortissants qui y travaillaient, fournit encore 1000 MW. Trump a dit que toute la campagne prendrait 4 heures. Des analystes militaires qui ont examiné la topologie du réseau estiment qu'une cible plus réaliste pour provoquer une panne difficile à réparer rapidement n'est pas constituée par les centrales elles-mêmes, mais par les points d'étranglement du transport qui les relient. Détruire 10 à 15 sous-stations critiques à haute tension et des nœuds de transmission interrégionaux, les points où les 6 réseaux électriques régionaux de l'Iran se connectent et équilibrent la charge à travers le pays, provoquerait un effondrement en cascade vers une panne nationale qu'aucun effort de réparation ne pourrait résoudre avant l'été 2026 au plus tôt. Le réseau électrique iranien fonctionnait déjà sous tension chronique avant même le début de la guerre, avec une faible capacité de réserve et un approvisionnement en pièces de rechange limité par des années de sanctions. Des pannes partielles étaient déjà documentées à Téhéran et à Karaj à la fin de mars, confirmées par le propre ministre iranien de l'énergie, à la suite de frappes préliminaires sur des infrastructures du réseau près de la capitale. Ce que Trump menace maintenant n'est pas une frappe de démonstration, c'est l'événement principal. C'est la destruction systématique d'un système électrique dont dépendent 92 millions de personnes, y compris les patients des hôpitaux iraniens déjà débordés par les blessés de guerre, les habitants de Téhéran qui vivent sous les sirènes de raids aériens depuis 5 semaines, et les plus de 300 000 Iraniens déplacés de leur quartier par les frappes américaines et israéliennes pour l'eau potable, le chauffage, la nourriture, la réfrigération, l'alimentation des hôpitaux et la survie de base. 4 heures sur un podium sonne toujours plus proprement que 4 mois de conséquences humaines. La réponse de l'Iran à cette menace a été formulée avec une précision égale. Dimanche,
Ali Akbar Velayati, un conseiller clé du guide suprême Mojtaba Khamenei, a lancé un avertissement qui a frappé simultanément tous les marchés pétroliers. L'Iran, a-t-il écrit, pourrait fermer le détroit de Bab el-Mandeb à l'extrémité sud de la mer Rouge, ce passage large de 20 000 entre le Yémen et la Corne de l'Afrique, par lequel tout le pétrole saoudien exporté depuis Yanbu doit transiter pour atteindre les marchés de l'Asie, de l'Europe et d'ailleurs. If the White House thinks of repeating its stupid mistakes, et écrit Velayati sur X, it will quickly realize that the flow of global energy and trade can be disrupted with a single signal. Ce signal, s'il est donné, va directement au mouvement Houthi au Yémen, positionné depuis exactement cette escalade depuis son entrée dans la guerre contre l'Iran le 28 mars, et qui a déjà 30 pétroliers près de Yanbu, à portée de ses missiles balistiques et de ses armes anti-navires. Le corps des gardiens de la révolution islamique a simultanément publié une liste de ponts situés dans des pays arabes du Golfe et en Israël que l'Iran compte frapper en représailles si les États-Unis détruisent des ponts iraniens. Le terminal de Ras Tanura en Arabie Saoudite, la raffinerie Mina al-Ahmadi au Koweït, déjà frappée par des drones iraniens vendredi dernier puis de nouveau cette semaine, l'installation gazière de Habshan aux Émirats arabes unis, la raffinerie Babco à Bahreïn, tout nommé ou suggéré comme cible de représailles dans les médias d'État iraniens au cours des 72 dernières heures. Détruisez les centrales iraniennes et l'Iran détruit l'infrastructure pétrolière du Golfe. Éteignez chaque lumière à Téhéran et l'Iran tentera de fermer chaque terminal d'exportation de pétrole entre Bahreïn et Abu Dhabi. C'est pas une menace creuse. L'Iran frappe déjà toutes ses cibles avec des drones à un rythme moyen de 120 attaques par jour tout au long de la guerre. Il connaît déjà les coordonnées. Il a déjà les munitions. La seule question est de savoir si ce signal unique sera envoyé. L'escalade a cette habitude sinistre de respecter les menaces longtemps après que les conférences de presse sont passées au slogan suivant. La question de la crédibilité est celle qui hante tous les analystes sérieux ce soir. 3 échéances prolongées changent les calculs de ce que l'Iran croit voir arriver. Chacun des 3 cycles précédents a suivi le même schéma. Trump annonçait une échéance avec un langage explosif. L'échéance expirait. Trump annonçait une prolongation en invoquant soit des discussions productives, soit une coopération iranienne. L'Iran niait les deux. Ce schéma s'est maintenant répété 3 fois en 18 jours et il a créé un environnement stratégique dans lequel le calcul de Téhéran, aussi terrifiant qu'il puisse paraître de l'extérieur, repose sur des précédents observables réels plutôt que sur un vœu pieux. Le gouvernement iranien a vu Trump fixé le 20 et 1 mars. Il l'a vu passer sans frappe. Il a vu le 23 mars. Il a vu expirer la prolongation de 5 jours. Il a vu le 6 avril approcher. Il a vu être annoncé la pause de 10 jours. Il a donc ajusté son calcul stratégique en conséquence, à savoir que la campagne de destruction de 4 heures est un outil coercitif utilisé pour arracher des concessions plutôt qu'une décision déjà prise. La contre-proposition iranienne en 10 points, remise ce matin par Islamabad, ressemble exactement à un document produit par un gouvernement qui croit que Trump va encore prolonger. Exigence de paix permanente, réparation, levée des sanctions, protocole de souveraineté sur Hormuz, ce ne sont pas les demandes d'un gouvernement qui s'attend à voir son réseau électrique détruit dans 18 heures. Ce sont les demandes d'un gouvernement qui s'attend à voir arriver avant minuit une autre annonce de pause de 48 heures. Quand les échéances reviennent sans cesse à la vie, la dissuasion commence à ressembler moins à une doctrine qu'à des reprises. Le danger précis qui rend cette nuit réellement différente des 3 cycles précédents, c'est que ce calcul pourrait enfin être faux. Plusieurs conditions qui n'existaient pas lors des 3 premières échéances existent maintenant. D'abord, Trump a dit aujourd'hui au podium qu'il était hautement improbable qu'il reporte encore. Il l'a dit avec une nuance, hautement improbable plutôt qu'impossible. Mais il l'a dit en réponse directe aux questions des journalistes devant les caméras lors d'une conférence de presse officielle.
Ces prolongations précédentes avaient été annoncées par Truth Social et par des publications unilatérales qui n'engageaient publiquement rien au-delà de la plateforme elle-même. La déclaration d'aujourd'hui a été faite devant les caméras de tous les grands médias du monde. Revenir dessus demain exige de reconnaître qu'il l'a dit publiquement et qu'il a changé d'idée publiquement, un coup de crédibilité d'une autre nature que le simple fait de publier une nouvelle échéance sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, la guerre en est maintenant à son 37e jour. Le prix de l'essence aux pompes américaines a atteint 4 $ et 4,20 cents la semaine dernière. Ce chiffre a historiquement constitué le seuil à partir duquel la pression politique intérieure sur les présidents en exercice devient aiguë, quelles que soient les autres circonstances. Troisièmement, Steve Witkoff, l'envoyé spécial chargé des négociations en coulisses avec des intermédiaires iraniens, était assis le long du mur de la salle de presse pendant la conférence de Trump aujourd'hui. Il n'a rien dit. Il n'a pas contredit les déclarations du président sur le calendrier de destruction 4 heures. Sa présence dans cette salle, pendant que Trump lançait ses ultimatums précis, signifie soit que les négociations sont arrivées à un point où l'option militaire est réellement en voie d'être autorisée, soit que Witkoff sert d'accessoire pour signaler le sérieux de la menace. Les deux possibilités sont alarmantes, chacune à sa manière. Un envoyé silencieux à côté d'un ultimatum tonitruant, ce n'est pas exactement une forme rassurante d'art de gouverner. Quatrièmement, et peut être surtout l'Atlantic Council, le Council on Foreign Relations, d'anciens hauts diplomates américains, et les déclarations passées du président lui-même sur la guerre contre l'Iran, suggèrent que des frappes contre le réseau électrique ne produiraient pas réellement le résultat stratégique recherché par Trump. L'Iran a explicitement rejeté l'idée que la destruction d'infrastructures pousse à la capitulation. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, a dit directement après la première frappe sur un pont « Striking civilian structure, including unfinished bridge, will not compel Iranians to surrender ». Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah et figure de l'opposition iranienne qui souhaite activement un changement de régime, a publiquement critiqué les menaces visant les centrales électriques en demandant pourquoi les États-Unis s'attaquaient à des infrastructures qui nuisent aux Iraniens ordinaires distincts du gouvernement. L'Atlantic Council a estimé que des frappes contre les infrastructures déclencheraient presque certainement des attaques iraniennes de représailles contre les infrastructures énergétiques et hydriques des États arabes du Golfe, ce qui déstabiliserait les mêmes partenaires, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dont Washington a besoin pour maintenir le corridor pétrolier de Yanbu en fonctionnement pendant le blocus d'Ormuz. Le simple fait de détruire les centrales iraniennes pourrait déclencher la fermeture de Bab el-Mandeb, ce qui retirerait de la planète la dernière route fonctionnelle d'exportation pétrolière, et pousserait le Brent au-delà de 150 $ en quelques semaines. Voici l'architecture de ce qui se produira dans les deux scénarios qui se présentent maintenant au monde à 20h mardi, heure de l'Est. Dans le scénario où les frappes ont lieu, où des bombardiers B-2 et des missiles de croisière Tomahawk commencent à frapper la centrale de Damavand, la centrale Shahid Salimi, la centrale Shahid Raja'i, la centrale Ramin, ainsi que les sous-stations de transport qui relient entre eux les 6 réseaux régionaux de l'Iran, 92 millions de personnes commencent à perdre l'électricité en quelques heures. Les hôpitaux basculent sur des génératrices de secours qui ne sont pas conçues pour fonctionner de manière prolongée. Les usines de traitement de l'eau tombent en panne. La région métropolitaine de Téhéran, avec ses 15 millions d'habitants, commence à vivre quelque chose qui ressemble à une urgence de survie à l'échelle d'une ville entière. Le Conseil de sécurité des Nations Unies convoque une session d'urgence. Le Conseil européen publie sa condamnation. Mais la guerre continue, parce que l'Iran a encore des missiles. Il a encore des drones, et le signal destiné aux Houthis au sujet de Bab el-Mandeb a une probabilité plus élevée d'être envoyé dans les heures qui suivent l'incendie des centrales qu'à n'importe quel moment précédent de ce conflit. La guerre ne s'arrête pas avec les centrales. Elle s'aggrave dans une direction qui élimine le contournement saoudien par Yanbu et pousse la crise pétrolière mondiale à un niveau où le prix actuel de 114 $ paraît presque abordable. Le fantasme d'une frappe punitive propre
tend à disparaître au moment même où les conséquences commencent à lire la carte dans le scénario où les frappes n'ont pas lieu, où le mardi à 20h, heure de l'Est, passe, et où Trump publie une nouvelle prolongation sur Truth Social, en présentant la contre-proposition iranienne en 10 points comme la preuve que les négociations se poursuivent et qu'un accord est proche. Le mot qui définira le mercredi matin dans chaque ministère des Affaires étrangères et dans chaque centre de commandement militaire, de Pékin à Bruxelles, sera crédibilité. Pas la crédibilité de l'Iran, celle de l'Amérique. Parce qu'une 4e prolongation d'une échéance, désormais formulée avec les mots « The entire country can be taken out in one night ». And that night might be tomorrow night, prononcé à la télévision en direct par un président américain en exercice, constitue une catégorie différente d'échecs de dissuasion crédible par rapport à tout ce que les 3 prolongations précédentes ont produit. La première prolongation pouvait s'expliquer par la diplomatie, la deuxième par des discussions en cours, la troisième par la croyance réelle qu'un accord était imminent. Une 4e prolongation d'une échéance exprimée dans ces termes précis porte un nom en relations internationales. Cela s'appelle un schéma. Et les schémas ne sont pas observés seulement par l'Iran. Ils sont observés à Taipei. Ils sont observés à Pyongyang. Ils sont observés par tous les gouvernements qui évaluent le sérieux des engagements militaires américains à l'aune du comportement observable du président américain qui les formule. Ce calcul, ce que signifierait une 4e prolongation pour la crédibilité de la dissuasion américaine sur tous les théâtres au-delà du Moyen-Orient, est la conséquence de second ordre de cette nuit, dont presque aucune couverture médiatique dominante ne parle. Le détroit d'Ormuz est une crise. La guerre contre l'Iran est une crise. Les frappes potentielles contre le réseau électrique sont une crise. Mais la réponse à la question de savoir si les ultimatums américains veulent vraiment dire ce qu'ils disent, cette réponse, quelle qu'elle soit, survivra à cette guerre. Elle façonnera ce que la Chine croit des engagements américains envers Taïwan. Elle façonnera ce que la Corée du Nord croit des menaces de frappe américaines contre son programme nucléaire. Elle façonnera ce que la Russie croit des engagements de l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans un conflit où la volonté politique américaine est déjà mise à l'épreuve simultanément en Ukraine. Au Moyen-Orient, les 4 heures décrites aujourd'hui par Trump au podium ne concernent pas seulement l'extinction des Lumières en Iran. Elles concernent la question de savoir si les engagements publics du gouvernement des États-Unis, formulés dans le langage le plus explicite jamais utilisé par un président américain lors d'une conférence de presse en direct, valent le temps d'antenne sur lequel ils sont diffusés. Le 7 avril 2026, à 20h, heure de l'Est, minuit, heure moyenne de Greenwich. C'est le dernier segment avant cette heure au datage. L'Iran a dit non au cessez-le-feu. Trump a dit que l'échéance est finale, les centrales sont cartographiées, les cibles sont connues, les aéronefs sont sur les porte-avions. La question qui déterminera si les lumières s'éteignent à Téhéran cette nuit, ou si une 4e prolongation arrive dans une publication Truth Social, quelque part avant l'aube, et de savoir si Donald Trump croit, sur les plans personnels et politiques, que le coût de passer à l'acte est plus bas que le coût de ne pas passer à l'acte une fois de plus. Ce calcul est en train de se faire en ce moment même dans la situation WOM, autour de la table où Steve Witkoff est resté assis en silence aujourd'hui pendant que le président menaçait de mettre hors service un pays de 92 millions d'habitants en 4 heures. Quelle que soit la décision qui sortira de ce soir, frappe, pause, enfer ou prolongation, le monde aura un autre visage mercredi matin que celui qu'il a en ce moment. D'ici là, la machine à narration se mettra au travail immédiatement. La réalité, malheureusement, garde généralement des archives plus longues que la conférence de presse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.